Je me suis garé sur le parking du centre social du parc de la Tête d'Or à Lyon juste au moment où le soleil d'automne se couchait sur la ville. L'air avait cette fraîcheur vive d'octobre qui vous pousse à resserrer un peu plus votre veste. Je ne m'attendais à trouver personne de connu là-bas. Je venais de terminer ma promenade du soir et j'avais pensé couper par là pour éviter les bouchons sur l'avenue de Grande-Bretagne. C'est alors que je l'ai vu. Mon fils Julien était assis sur le banc près de l'entrée. À côté de lui se trouvait ma petite fille Léa, son sac à dos à ses pieds et son projet d'école, une maquette soigneusement construite du système solaire, posée en équilibre sur ses genoux. Mais ce qui m'a serré le cœur, c'est la vue de leurs valises. 2 vieilles valises cabossées, le genre qu'on n'utilise que lorsqu'on n'a plus d'autre choix. Julien a levé les yeux quand je me suis approché. Même dans la lumière déclinante, je pouvais voir l'épuisement dans son regard. Il avait 45 ans, mais à ce moment-là, il paraissait plus vieux que moi. « Papa » a-t-il dit d'une voix monocorde. « Je ne savais pas que tu passais par ici. » D'habitude, non. Je me suis assis à côté de lui, mes genoux protestant légèrement contre l'humidité. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'es-tu pas au travail ?» Il a laissé échapper un long soupir, le genre de soupir qui porte tout le poids d'une très mauvaise journée. « J'ai été licencié ce matin. Coupe budgétaire, ils ont dit. Dernier arrivé, premier parti. » Léa me regardait avec ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de sa mère. Elle avait 9 ans et était bien trop jeune pour comprendre pourquoi son monde était en train de s'effondrer. « Papy, dit-elle doucement. Est-ce qu'on va habiter chez toi maintenant? » J'ai regardé Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est frotté le visage des 2 mains. La mère de Céline s'en est mêlée. Béatrice de Saint-Aignan dans toute sa splendeur. Il a prononcé ce nom avec une amertume que je ne lui avais jamais connue auparavant. Quand je suis rentré après avoir été renvoyé, je pensais que Céline comprendrait. Qu'on trouverait une solution ensemble. Mais sa mère était là. Elle squattait chez nous depuis 1 mois. Et elle? Il s'est arrêté en secouant la tête. Elle quoi? Elle a dit que c'était la preuve que Céline s'était mariée en dessous de sa condition, que je ne serais jamais rien d'autre qu'un raté, tout comme mon père avant moi. Il m'a regardé à ce moment-là, et j'ai vu la honte dans ses yeux. Elle a dit que notre lignée n'était pas digne du nom des Saint-Aignan. Elle a dit à Céline qu'il était temps de limiter les dégâts. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste une clarté calme et cristalline. Et Céline? La voix de Julien s'est brisée. Elle m'a demandé de partir. Juste pour quelques jours, a-t-elle dit, pour laisser à sa mère le temps de se calmer, pour donner à tout le monde de l'espace pour réfléchir. Il a désigné les valises d'un geste. J'ai pris ce que j'ai pu, je suis allé chercher Léa à son cours de dessin. Je ne savais pas où aller d'autre. Tu aurais dû m'appeler. Je sais. C'est juste que... J'avais besoin de réfléchir d'abord, de savoir comment j'allais te dire ça. J'ai de nouveau regardé Léa. Elle serrait sa maquette contre elle et j'ai remarqué que les anneaux de Saturne étaient légèrement écrasés sur un côté. Tu as dîné, lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je me suis levé, ma décision prise. Aller dans la voiture. Tous les 2. On rentre à la maison. Papa, je ne peux pas juste. Julien. J'ai baissé les yeux vers mon fils. Monte dans la voiture. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre car il s'est levé et a saisi les valises. J'en ai pris une. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Léa a attrapé son sac et son projet. Alors que nous marchions vers ma vieille Peugeot 206, Léa a glissé sa petite main dans la mienne. « Papy, tu es fâché contre nous ?» J'ai serré doucement sa main. « Non, ma chérie, je ne suis pas fâché contre toi ni contre ton papa. Pas le moins du monde. » Alors contre qui tu es fâché? J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Personne dont tu doives t'inquiéter pour le moment. Le trajet jusqu'à ma maison dans le quartier de Montplaisir a pris 20 minutes. Julien était assis sur le siège passager, fixant la vitre. Léa s'est endormie à l'arrière, sa tête reposant contre son système solaire. Je pouvais la voir dans le rétroviseur, son visage paisible d'une manière qui me faisait mal au cœur. Je vivais dans la même maison depuis 35 ans. C'était un pavillon modeste avec 2 chambres, rien de luxueux.
La peinture s'écaillait par endroits et le toit aurait besoin d'être refait d'ici 1 an ou 2. Mais il était payé. Il était chaleureux et c'était chez nous. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, Julien a enfin parlé. « Je suis désolé, papa. » « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir échoué. Pour avoir donné raison à Béatrice. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là dans l'obscurité. Julien, la seule chose pour laquelle tu as échoué, c'est d'avoir choisi une femme qui accorde plus d'importance à l'opinion de sa mère qu'à la dignité de son mari. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience. Elle t'a traité de rien du tout. Elle a dit que tu avais gâché ta vie dans cette usine textile. Que j'étais destiné à faire la même chose. Elle a dit que Léa méritait mieux que de grandir entourée de médiocrité. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai dit, faisons entrer Léa. On discutera après. Nous avons tout rentré. Léa s'est réveillée juste assez pour marcher et je l'ai dirigée vers la chambre d'amis, qui me servait de bureau, mais j'y avais installé un canapé-lit il y a des années pour leur visite. Julien prendrait le canapé du salon. Ce n'était pas idéal, mais ça ferait l'affaire. J'ai préparé des croque-monsieur et une soupe de légumes, un plat simple et réconfortant. Léa a mangé le sien lentement, encore à moitié endormie, puis s'est brossé les dents tandis que Julien et moi rangions. Après avoir bordé Léa et lui avoir lu un chapitre d'un livre sur sa table de chevet, une histoire sur une fille qui parlait aux animaux, je suis ressorti pour trouver Julien assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Je nous ai versé 2 cafés, même s'il était plus de 9 heures du soir. Certaines conversations nécessitent du café. Dis-moi tout, ai-je dit. Et il l'a fait. Il m'a raconté comment Béatrice de Saint-Aignan n'avait jamais approuvé le mariage. Comment elle avait essayé de dissuader Céline jusqu'au jour de la cérémonie. Comment elle avait fait des remarques insidieuses au fil des ans sur le travail de Julien, ses perspectives, ses origines familiales. Comment Céline l'avait toujours défendu. Mais dernièrement, depuis que son père était mort et avait laissé Béatrice seule, elle passait de plus en plus de temps avec sa mère. Je pensais qu'on tiendrait le coup, a dit Julien. Je pensais que notre mariage était assez fort. Mais quand j'ai perdu mon boulot aujourd'hui, c'est comme si un interrupteur s'était éteint. Béatrice était déjà à la maison quand je suis arrivé. Je pense que Céline l'avait appelée immédiatement. Et Béatrice m'a littéralement démoli. Elle a dit que j'avais gâché les meilleures années de Céline. Qu'elle pourrait trouver quelqu'un de son milieu, quelqu'un de digne. Et Céline n'a rien dit. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, que sa mère avait des arguments valables, que peut-être nous nous étions précipités. Il a ri, mais sans aucune trace d'humour. On est mariés depuis 9 ans, papa. Léa a 9 ans. En quoi s'est-on précipité? J'ai bu une gorgée de café. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Trouver un autre boulot, je suppose. Leur prouver qu'elles ont tort. Montrer à Béatrice que je ne suis pas un raté. Julien, tu n'es pas un raté. Tu ne l'as jamais été. Mais je n'ai rien. Pas d'économie. Céline gérait les finances et la majeure partie de mon salaire allait sur le compte joint. Aucune perspective, pas de famille riche sur laquelle me reposer. Il m'a regardé. J'ai 45 ans et je dors sur le canapé de mon père. Il y a pire comme endroit. Il a secoué la tête. Béatrice avait raison sur une chose. Je suis comme toi. J'ai travaillé dur toute ma vie et je n'ai rien à montrer pour ça. Pas de filet de sécurité, pas de plan de secours, juste rien. C'est là que j'ai posé ma tasse de café et que j'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Julien, ai-je dit doucement. Il y a des choses que tu ne sais pas sur moi. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Béatrice de Saint-Aignan ne sait pas tout. Céline ne sait pas tout. Et diable, même toi tu ne sais pas tout. Papa, de quoi tu parles? Je me suis levé et je suis allé vers la petite étagère du salon. Derrière une rangée de vieux livres de poche, il y avait un dossier. Je l'avais gardé là pendant des années, sans jamais avoir besoin de le consulter, mais en sachant toujours qu'il était là. Je l'ai rapporté à la table et je l'ai ouvert devant Julien. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers juridiques, des relevés de placement, des statuts de société. Julien les fixait sans comprendre. Je ne comprends pas. Quand tu étais jeune, ta mère et moi, nous n'avions pas grand-chose.
Tu t'en souviens? Il a hoché la tête lentement. J'ai travaillé à l'usine textile pendant 30 ans. Les 3-8, les heures supplémentaires, tout ce que je pouvais prendre. Ta mère travaillait aussi. Elle faisait des ménages, de la couture. On économisait chaque centime. On voulait que tu aies les opportunités qu'on n'avait pas eues. Je sais ça, papa. Je l'ai toujours su. Ce que tu ne savais pas, c'est ce que j'ai fait de ces économies. Après que ta mère nous a quittés, que Dieu ait son âme, il me restait un peu d'argent. Pas beaucoup, mais un peu. Et j'avais du temps, beaucoup de temps, et rien d'autre que des souvenirs pour le combler. J'ai sorti l'un des documents. C'était un certificat d'action datant d'il y a 15 ans. J'ai commencé à apprendre l'investissement. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai lu des livres, regardé des vidéos. J'ai commencé petit, très petit. Quelques centaines d'euros par-ci par-là, investis dans des entreprises en lesquelles je croyais. La technologie, surtout. Des boîtes qui fabriquaient des choses utiles pour l'avenir. Julien lisait les documents maintenant, ses yeux s'écarquillant. Au fil des ans, j'ai continué à travailler, à épargner, à investir. Rien de tape à accent grave l'œil. Je ne t'ai rien dit parce que. Eh bien, parce que je voulais que tu fasses ton propre chemin, que tu ne comptes sur personne. Je voulais que tu sois fort, indépendant. Papa, ces chiffres. Je vois bien ce qu'ils disent. Julien a levé les yeux vers moi. Tu es multimillionnaire, pour être précis. Il s'est rassis, stupéfait. Tout ce temps. Toutes ces années. Mais tu vis toujours dans cette maison. Tu conduis toujours cette vieille Peugeot. Je vis comme j'ai choisi de vivre. L'argent n'est pas fait pour les voitures de luxe ou les châteaux. Il est investi. Il fructifie. Et il attend. Il attend quoi? J'ai souri. Le bon moment. Julien est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, la famille de Béatrice de Saint-Aignan, leur entreprise. Saint-Aignan Importation. Oui, je la connais bien. Comment, papa? Je suis attentif. Quand tu as épousé Céline, je me suis fait un devoir de tout savoir sur les Saint-Aignan, leur boîte, leurs finances. Savais-tu que Saint-Aignan Importation est en difficulté depuis 3 ans? Il a secoué la tête. Ils perdent des contrats face à des concurrents moins chers. Leur part de marché chute. Leur dette augmente. Ils ont besoin d'une injection de capital majeure ou d'un rachat d'ici 6 mois, sinon ils devront liquider. Tu les surveillais. Je surveille beaucoup de choses. J'ai sorti un autre document. Il se trouve aussi que je sais que leur plus gros concurrent, Global Logistique Lyon, cherche à s'étendre. Ils ont besoin d'un réseau de distribution dans le couloir rhodanien, ce qui est exactement ce que possède Saint-Aignan Importation. Ce serait une acquisition parfaite. Et laisse-moi deviner, tu as des parts dans Global Logistique. Je ne suis pas seulement actionnaire. Je suis leur plus gros investisseur privé. Le PDG, Antoine Girard, est un ami. Nous avons collaboré sur plusieurs projets. Julien me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. Qui es-tu vraiment? J'ai ri. Je suis ton père. Je suis Lucien Morel, l'homme qui a passé 30 ans dans une usine textile. Je suis l'homme qui t'a élevé pour être honnête, travailleur et bon. Je suis aussi l'homme qui a appris qu'il y a plusieurs façons de réussir et que les personnes les plus silencieuses dans une pièce sont souvent celles qui comprennent le mieux le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fini mon café. Je vais passer un coup de téléphone, puis je vais aider mon fils à se remettre sur pied, et après, eh bien, on verra ce qui se passera. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes pour Léa pendant que Julien dormait encore sur le canapé. Elle est arrivée dans la cuisine en pyjama, les cheveux en bataille. Bonjour, ma puce, ai-je dit. Tu as bien dormi? Ça va. Elle a grimpé sur une chaise. Papy, est-ce que maman et papa vont divorcer? La question était si directe, si innocente que j'ai mis un moment à répondre. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, ton papa et moi, on va s'assurer que tu ailles bien. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, mais elle avait l'air inquiète. Dis-moi, ai-je ajouté en glissant une assiette de crêpes devant elle. Après le petit déjeuner,
Si on s'occupait de réparer les anneaux de Saturne sur ta maquette? J'ai vu qu'ils étaient un peu tordus. Son visage s'est éclairé. Vraiment? Tu sais comment faire? Je pense qu'on peut trouver une solution ensemble. Nous avons passé la matinée à la table de la cuisine, remodelant soigneusement les anneaux en fil de fer et les fixant de nouveau à la boule de polystyrène. Léa m'a tout raconté sur son projet, comment elle avait fait des recherches sur chaque planète, et pourquoi Saturne était sa préférée parce qu'elle était belle et unique. Ma maîtresse, Madame Mercier, dit que tout le monde pense que Saturne est juste jolie, mais qu'elle est aussi très solide, a dit Léa. Les anneaux sont faits de glace et de roche et ils sont là depuis des millions d'années. Ils survivent parce qu'ils sont flexibles. Ils plient, mais ils ne rompent pas. C'est une belle leçon, ai-je répondu. Julien a émergé vers 10 heures, ayant meilleure mine après une nuit complète. Il s'est douché et a mis des vêtements propres. Ensuite, nous nous sommes assis tous les trois pour parler de choses concrètes. L'école pour Léa, elle devait rester dans son école actuelle, ce qui signifiait que quelqu'un devrait la conduire à l'autre bout de la ville chaque jour. La recherche d'emploi de Julien, il commencerait à envoyer des CV immédiatement. Et l'argent, je m'assurerai qu'il ne manque de rien. Papa, je ne peux pas juste prendre ton argent, a protesté Julien. Tu ne le prends pas. Je te le donne. C'est différent. Julien, c'est ce que fait une famille. Tu ferais la même chose pour Léa si elle en avait besoin, non? Il a hoché la tête à contre-cœur. Alors laisse-moi faire ça pour toi. Cet après-midi-là, j'ai appelé Antoine Girard. Nous nous connaissions depuis le début des années 2000. Lucien, dit-il chaleureusement. Ça fait trop longtemps. Comment vas-tu? Très bien, Antoine. Je t'appelle au sujet de Saint-Aignan Importation. Il y a eu un silence. Je t'écoute. Je sais que tu les as dans le viseur. Je sais aussi qu'ils sont au bord du gouffre. Je me demandais si tu serais intéressé pour accélérer le calendrier d'acquisition. Peut-être. Quel est ton intérêt là-dedans? Des raisons personnelles. Antoine me connaissait trop bien pour poser plus de questions. D'accord. Qu'est-ce que tu as en tête? Je veux que tu fasses une offre. Généreuse, mais avec des conditions. Quel genre de conditions? Je lui ai expliqué. Au moment où j'ai raccroché, les rouages étaient en marche. Au cours des 2 semaines suivantes, Julien s'est jeté à corps perdu dans sa recherche d'emploi. Il a envoyé des dizaines de candidatures, a passé des entretiens, a recontacté d'anciens collègues. Je voyais sa détermination. Ce refus d'abandonner me rappelait moi-même à son âge. Léa s'est habituée au nouveau rythme. Julien l'emmenait à l'école chaque matin et je venais la chercher l'après-midi. Nous faisions ses devoirs ensemble sur la table de la cuisine et je l'aidais pour son projet de science. Céline a appelé quelques fois. Les conversations étaient brèves et malaisées. Elle voulait savoir quand Julien rentrerait, mais elle refusait de s'opposer à sa mère. Elle répétait qu'elle avait besoin de temps, que les choses étaient compliquées. Je ne reviendrai pas tant que tu ne m'auras pas choisi moi plutôt qu'elle, lui a finalement dit Julien lors d'un appel. Je refuse d'être rabaissé dans ma propre maison. Léa ne va pas grandir en pensant que c'est normal. Céline n'a pas su quoi répondre. Le mardi de la 3e semaine, Julien a reçu une offre d'emploi. Ce n'était pas prestigieux, un poste de chef de projet dans une PME, mais le salaire était correct et il y avait des possibilités d'évolution. Il a accepté immédiatement. Je commence lundi, m'a-t-il annoncé ce soir-là, tout sourire. Je vais enfin pouvoir commencer à te rembourser. Tu ne me dois rien, ai-je dit. Mais je suis fier de toi. Ce week-end-là, c'était l'exposition de sciences de Léa. Julien et moi sommes allés la voir présenter sa maquette. Elle se tenait fièrement devant son panneau, expliquant les caractéristiques de chaque planète au juge. Arrivée à Saturne, elle a dit, celle-ci est spéciale parce qu'elle est flexible. Ces anneaux sont là depuis des millions d'années parce qu'ils plient au lieu de rompre. C'est mon papy qui me l'a appris. Les juges étaient impressionnés. Moi aussi. Après l'exposition, alors que nous chargions la maquette dans la voiture, mon téléphone a sonné. C'était Antoine Girard. Lucien, c'est fait. Saint-Aignan Importation a accepté notre offre. Les papiers seront signés vendredi matin. Et les conditions? Tout est en place, exactement comme tu l'as spécifié. Bien.
Merci, Antoine. Lucien, je peux te demander quelque chose? Pourquoi avoir exigé des excuses publiques écrites dans les termes de l'acquisition? C'est inhabituel. Disons simplement que certaines personnes ont besoin d'apprendre la différence entre la valeur réelle et le statut social. Il a ri. Compris. On se voit à la signature. Le vendredi matin est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume, celui que j'avais acheté il y a des années pour les funérailles de ma femme et que je n'avais porté qu'une poignée de fois depuis. Julien l'a remarqué. Papa, tu vas où? Un rendez-vous d'affaires en centre-ville. Quel genre de rendez-vous? Le genre qui ferme un chapitre. Il a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Je pense qu'il commençait à comprendre que son vieux père n'était pas seulement celui qu'il croyait. La signature a eu lieu dans la salle de conférence de Global Logistique à la Pardieu. Béatrice de Saint-Aignan était là, avec ses avocats et ses comptables. Elle paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, plus fatiguée. Le poids de porter une entreprise défaillante l'avait visiblement marquée. Antoine Girard était là aussi, et moi, j'étais assis discrètement dans un coin, observant la scène. Béatrice ne m'a pas remarqué au début. Elle était trop concentrée sur les documents, essayant de négocier de meilleures conditions alors qu'il était bien trop tard. Sa société coulait sous les dettes et ce rachat était sa seule bouée de sauvetage. Ce n'est que lorsqu'Antoine a dit, avant de continuer, il reste une dernière condition à régler, que Béatrice a levé les yeux. Quelle condition? A-t-elle demandé sèchement. L'acquéreur a exigé un communiqué public de Saint-Aignan Importation, reconnaissant certaines pratiques passées et des comportements interpersonnels qui ont porté préjudice aux valeurs de l'entreprise. Le visage de Béatrice a blanchi. De quoi parlez-vous? Antoine a fait glisser un document sur la table. C'est la déclaration qui sera envoyée à la presse immédiatement après l'acquisition. Elle inclut des excuses pour des attitudes élitistes et la maltraitance de membres de l'entourage des employés basés sur leur origine socio-économique. Je ne signerai jamais ça. Alors il n'y a pas d'accord. Béatrice a regardé ses avocats. Ils ont regardé les chiffres, puis l'ont regardé. L'un d'eux s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. J'ai vu le moment précis où elle a compris qu'elle n'avait pas le choix. C'est alors qu'elle m'a enfin remarqué. Vous, dit-elle, la voix tremblante de rage. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici en tant que représentant de l'investisseur principal, ai-je dit calmement. Antoine, voudrais-tu me présenter formellement? Antoine a souri. Béatrice, je vous présente Lucien Morel. Il est l'actionnaire privé majoritaire de Global Logistique et l'architecte de cette acquisition. Béatrice m'a fixé. Vous êtes le père de Julien. Je le suis. Vous avez fait ça. Vous avez orchestré tout ça. J'ai investi dans une bonne entreprise qui a vu une opportunité. Saint-Aignan Importation échouait bien avant que je m'en mêle. J'ai juste aidé à faciliter une transition qui allait arriver de toute façon. Vous faites ça à cause de Julien. Je fais ça parce que vous avez traité mon fils et ma petite-fille comme s'ils n'avaient aucune valeur. Parce que vous les avez jugés sur leur origine au lieu de ce qu'ils sont. Parce que vous m'avez regardé, moi, un homme que vous n'aviez jamais rencontré, et que vous avez décidé que je n'étais personne. Je me suis légèrement penché en avant. Mais surtout, je fais ça parce que quelqu'un doit vous apprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas au nom de famille ou aux héritages. Elle se mesure au caractère, à la résilience, et à la façon dont on traite les gens qui ne peuvent rien vous apporter. Les mains de Béatrice tremblaient. Vous avez détruit l'héritage de ma famille. Non, je lui ai donné une chance de continuer sous une meilleure direction. Vos employés garderont leur travail. Votre entreprise survivra. Vous repartirez avec assez d'argent pour vivre confortablement. Mais vous ne le ferez pas avec votre fierté intacte, et c'est le prix à payer pour la cruauté. Elle a signé les documents, tous, y compris le communiqué. Ses avocats ont essayé d'adoucir le langage, mais Antoine est resté ferme. Quand ce fut fini, Béatrice s'est levée sans un mot et est sortie. Je ne l'ai plus jamais revue. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Julien. Nous étions dans mon salon, celui-là même où je l'avais élevé. Léa était couchée. Tu as fait tout ça pour nous, a-t-il dit doucement. Je l'ai fait parce que c'était juste, et parce que personne, absolument personne, n'a le droit de dire à ma famille qu'elle n'est pas digne. Et pour Céline? C'est à toi de décider. Mais quelle que soit ta décision,
tu la prendras en position de force, pas par désespoir. Julien est resté silencieux. Puis il a dit, je pense que j'ai besoin de lui parler. Vraiment lui parler. Pas de sa mère ou d'argent. Mais de savoir si on veut encore les mêmes choses, si elle peut être la partenaire dont j'ai besoin. C'est sage. Et si elle ne le peut pas, alors tu te reconstruiras. Tu es plus fort que tu ne le penses, Julien. Céline a appelé 2 jours plus tard. Elle avait vu les nouvelles. Elle avait lu les excuses publiques. Elle connaissait ton père, a-t-elle dit. Il a fait ça. Béatrice est dévastée. Elle ne me parle presque plus. Céline, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête. Est-ce que tu penses que je suis digne de toi? Est-ce que tu penses que Léa et moi méritons ton respect et ta loyauté? Il y a eu un long silence. Je ne sais pas, a-t-elle fini par dire. C'était tout ce que Julien avait besoin d'entendre. Le divorce a pris 6 mois. Ce fut civilisé. Céline a gardé l'appartement. Julien a obtenu la garde principale de Léa. Comme Julien avait maintenant un bon travail et que j'avais discrètement créé un fonds fiduciaire pour les études de Léa, il n'y a pas eu de bataille financière. Léa s'est adaptée mieux que prévu. Elle était triste, bien sûr, mais résiliente. Comme les anneaux de Saturne, elle a plié mais n'a pas rompu. 1 an plus tard, Julien a rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Élodie, elle était enseignante. Elle était douce, drôle et elle admirait Julien. Plus important encore, elle aimait Léa comme si c'était la sienne. Quand Julien me l'a présentée, j'ai su en 5 minutes que c'était la bonne personne. Votre fils parle de vous constamment, m'a dit Élodie en me serrant la main. Il dit que vous êtes la personne la plus forte qu'il connaisse. Il est gentil de dire ça. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. Nous avons dîné ce soir-là. Julien, Élodie, Léa et moi. Nous avons ri, raconté des histoires, et Léa a montré à Élodie son trophée de l'exposition de sciences, qui trônait sur ma cheminée. Papy dit qu'être flexible est plus important qu'être dur, a expliqué Léa. C'est comme ça qu'on survit. Élodie m'a regardé en souriant. Ton papy a l'air très sage. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de thé et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé à Béatrice de Saint-Aignan, qui avait privilégié le statut sur la substance et en avait payé le prix. J'ai pensé à Julien, qui avait appris qu'être mis à terre n'est pas la même chose qu'être vaincu. Et j'ai pensé à Léa, qui apprenait tôt que la valeur vient de l'intérieur. J'avais passé 30 ans dans une usine textile. J'avais vécu simplement, épargné avec soin, investi sagement. Je n'avais jamais eu besoin que l'on sache ce que je possédais. Car la richesse, la vraie, n'est pas ce que l'on montre au monde. C'est ce que l'on peut faire quand les gens que l'on aime ont besoin de nous. Béatrice pensait que je n'étais personne. Elle voyait ma petite maison, ma vieille voiture, mon passé d'ouvrier, et elle y voyait un échec. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était le pouvoir tranquille qui vient de la patience et de la planification. J'avais appris cette leçon à Julien sans le vouloir, et maintenant il la transmettait à Léa. L'argent que j'avais accumulé me survivrait. Une partie irait à Julien et Léa, une autre à des causes qui me tenaient à cœur, des bourses pour les enfants d'ouvriers, du soutien pour les nouveaux arrivants. Mais le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était la certitude que votre valeur n'est pas déterminée par les autres. Que la famille signifie être présent, même quand c'est dur. Que recommencer n'est pas un échec, c'est du courage. Et que parfois, l'homme tranquille dans le coin est celui qui détient toutes les cartes. J'ai fini mon thé et je me suis levé. Demain, j'irai chercher Léa à l'école. Nous ferions ses devoirs et j'écouterai son récit de la journée. Julien viendrait dîner, peut-être avec Élodie. Nous serions ensemble, et cela valait plus que tout l'argent du monde. Béatrice de Saint-Aignan avait demandé à mon fils si sa lignée était digne. Elle pensait l'insulter. Mais elle s'était trompée de question depuis le début. La question n'était pas de savoir si nous étions dignes de sa famille. La question était de savoir si sa famille était digne de nous. Et la réponse, finalement, était non. Cette histoire nous rappelle avec force que les apparences sont souvent trompeuses et que la véritable réussite ne s'affiche pas forcément avec arrogance. Le personnage de Lucien incarne cette sagesse ancestrale, celle de l'homme qui travaille dans l'ombre, qui planifie et qui place les valeurs humaines au-dessus du statut social.
À une époque où tout le monde cherche à étaler sa richesse ou son succès sur les réseaux sociaux, voir un homme rester humble tout en possédant un pouvoir immense est une leçon de vie fascinante. La chute de Béatrice de Saint-Aignan est la preuve que le mépris et l'élitisme finissent toujours par se heurter à la réalité. Ce récit souligne aussi l'importance de la solidarité familiale et de la résilience. Comme les anneaux de Saturne dont parle la petite Léa, nous devons apprendre à être flexibles face aux épreuves de la vie pour ne pas nous briser. L'argent n'est ici qu'un outil pour rétablir la justice et protéger ceux qu'on aime, et non une fin en soi. C'est une magnifique réflexion sur ce qui définit réellement la valeur d'un homme ou d'une lignée. Et vous, selon vous, quelle est la meilleure façon de réagir face à quelqu'un qui vous juge sur votre situation financière ou vos origines sociales? Auriez-vous agi comme Lucien en préparant une leçon silencieuse mais radicale, ou auriez-vous simplement coupé les ponts? J'attends vos avis en commentaire.